Bonjour, j'espère que vous n'avez pas trop faim, j'ai essayé de faire concis. Donc, je m'appelle Claire Caillot, je suis éducatrice spécialisée depuis 2008. J'ai bossé plusieurs années même, dans la protection de l'enfance. Et je me suis un peu questionnée sur comment marchaient les schémas familiaux. Je suis désolée, c'est ma première conférence en tant que professionnelle, donc je suis un peu impressionnée. Je me suis formée en équithérapie à l'IFEC en 2015 et me questionnant un peu sur ces schémas familiaux et comment améliorer un quotidien pour les mineurs dans les familles, j'ai voulu travailler un peu sur un schéma parental et je me suis plus questionnée sur la prise en charge des victimes de violences conjugales et j'ai travaillé avec des professionnels dessus. Voilà. Donc déjà quelques chiffres. 200 000 femmes en 2012, environ 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales, soit 1,2% de la population féminine et 148 décès. 74 000 hommes sont en situation de violence conjugale, soit 0,5% de la population masculine et 26 décès. Seulement 11% des femmes portent plainte contre très peu d'hommes. 9 mineurs sont tués par leur père en même temps que leur mère. Et 16 mineurs sont tués dans le cadre d'une séparation non acceptée ou de violences graves dans le couple. Donc voilà, c'est pour resituer un peu. Définition au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, la violence conjugale se définit comme un processus au cours duquel un partenaire exerce à l'encontre de l'autre, dans le cadre d'une relation privée et privilégiée, des comportements agressifs, violents et destructeurs. Donc il y a différentes formes de violence. Il y a la violence verbale avec des insultes, il y a des violences psychologiques, on peut dénigrer l'autre, des violences physiques, donc de la violence physique, sexuelles comme par exemple des abus, ou économiques, l'auteur des violences peut être maître des dépenses par exemple. Il y a aussi différents types de violences, donc réactionnelles, souvent après un stress ou de la saturation. La violence punitive, c'est tais-toi ou je t'en mets une, ou de la violence qui est due à une pathologie précise, telle que l'intolérance à la frustration. Voilà. Leonard Walker a fait des cycles de violence. Donc, à chaque fois, on a donc le dominé, qui est donc l'auteur, et le dominant. Dans la phase, il y a 4 phases. La phase 1, il y a la tension pour le dominant, et le dominé, qui est la victime, a peur. En phase 2, le dominant est dans l'agression. La phase 2, le dominé est dans la colère, la tristesse. C'est souvent dans la phase dans laquelle il y a des plaintes qui sont déposées. Ensuite arrive la phase 3, où il y a le déni du dominant et la culpabilisation du coup du dominé. Puis la phase 4, qu'on appelle aussi la phase lune de miel, où il y a la rémission, le sursis du dominant, et donc l'espoir qui revient pour le dominé. Moi, quand j'ai pris en charge des victimes de violences conjugales, j'ai essayé de voir où elles en étaient dans leur cycle pour qu'elles puissent prendre conscience aussi de leur évolution et de là où elles en étaient. Les cycles peuvent se répéter ou s'arrêter, mais plus les cycles vont se répéter et plus le seuil de tolérance de la victime va augmenter. Et bon, je vous laisse imaginer du coup la difficulté ensuite de sortir de ce type de cycle. Donc, ça ne veut plus. Si. C'est passé. Alors pourquoi le cheval ? Bon, déjà pour les représentations qu'on peut en avoir, ça peut être de la douceur, on peut le voir comme un animal qui a de la force, comme de la violence. Il amène différents comportements et différentes émotions en fonction des personnes, donc c'est bon de travailler là-dessus. L'animal social, donc moi j'ai travaillé avec des chevaux du coup qui vivaient en troupeau, qu'on allait chercher au pré, donc qui est en interaction avec l'autre. Moi j'appelais ça un professeur dans la communication parce que du coup ça induisait des comportements chez la personne et lui il répondait en fonction des comportements de ce que la personne amenait, des réponses graduées. Plus on arrivait fortement, plus il répondait fortement. Plus on était doux, plus il s'effaçait aussi. L'animal social permet aussi une prise de conscience de la communication. Le patient prenait conscience de sa manière de communiquer, voilà, parce que le cheval justement lui répondait en fonction. Et il nous apprend donc à adapter nos demandes pour qu'elles ne soient pas ni trop fortes ni trop faibles. Le côté porteur du cheval m'a permis de faire de la relaxation donc, aux victimes, aux patientes, ce qui a permis un lâcher-prise. Et vous verrez, je vous expliquerai rapidement plus tard tout ce que a amené le lâcher-prise dans la gestion des angoisses. Et voilà.
Et le fait que le cheval soit dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, permettait aussi justement de calmer les angoisses, parce qu'en n'étant pas que dans la projection, la personne se recentrait et acceptait aussi ses émotions et de vivre ses émotions. Donc la prise en charge en équithérapie, c'était pour questionner sa place et sa position par rapport à l'autre, la réaction qu'il peut avoir, comme le retour, et les victimes me faisaient des retours sur leur quotidien, les places qu'elles pouvaient prendre par rapport aux autres. J'ai une patiente, c'est plus joli. J'ai une patiente, j'avais proposé un exercice, c'était de se balader avec le cheval en longe et de mettre plus ou moins de la distance avec le cheval, donc prendre le bout de la longe ou se rapprocher vraiment de la tête du cheval. Et en fonction, on discutait de là où elle se sentait bien, comment elle se sentait. Et elle a ramené ça au fait de prendre ou pas de la distance avec les gens dans sa vie, de savoir ne pas savoir dire non quand la personne se rapprochait trop alors qu'elle voulait s'éloigner. Donc l'exercice, le fait qu'on puisse le verbaliser, que j'étais là pour mettre des mots dessus avec elle, c'était très intéressant. La prise en charge en équithérapie apprend à formuler ses demandes, à communiquer sur ses envies, ses ressentis. Et on se rend compte aussi que les actes qu'on met en place n'ont pas forcément des conséquences violentes. Et donc, c'est pas parce qu'on demande quelque chose à l'animal qu'il va nous répondre de manière violente. Et donc, dans ce cas-là, ça enlève aussi l'esprit de culpabilisation. Et là, ça permet de continuer à vouloir s'exprimer. Par exemple, j'avais une patiente, je lui ai demandé, quand tu es prête, essaye de trotter avec le cheval. Donc, la première réaction, c'est « Oh, mais il veut pas !» Si, vas-y, essaye, fais-le trotter. Et au moment où elle l'a fait trotter, elle s'est grandie, elle a mis une autre énergie et donc elle a appris à aller au bout de ses envies et de ses demandes. Très intéressant, du coup. Donc ça aussi, ça permet de s'interroger sur son seuil de tolérance par rapport au cheval et savoir où on en est par rapport au cycle. Travailler sur sa confiance et son estime de soi, c'est apprendre à oser de nouveau, à reprendre conscience de son corps. J'ai fait pas mal de travail en liberté, ce qui permettait à la patiente de théâtraliser un peu des manières de faire pour faire tourner le cheval à droite, à gauche, le faire venir vers elle. Il y avait se réapproprier sa notion de désir et de plaisir. Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, je leur proposais qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui à la séance? Est-ce que vous avez une envie particulière? Sinon, je proposais aussi des choses. Et la notion de plaisir, juste être là, ici, maintenant, et profiter dans la nature avec le cheval, pouvoir papouiller, pouvoir se balader. Voilà, une notion que, du coup, dont elles ont peu accès dans leur vie quotidienne. Et un gros travail sur la gestion des émotions. J'ai une patiente qui a enfin, sur une séance de relaxation, elle était allongée sur les fesses du cheval, s'est mise à pleurer, on en a reparlé, on a travaillé un peu par ancrage d'images positives pour qu'elle puisse passer à autre chose. Et le lendemain, elle m'envoyait un message en disant « Merci, ça fait des années que j'ai pas eu d'insomnie et que là, j'ai passé la meilleure nuit depuis des années. » Donc le fait de laisser aller ses émotions, de lâcher prise par la relaxation, ça lui a permis de se sentir mieux. Donc en conclusion, je voudrais juste vous faire un petit retour sur ce que les patientes m'ont ramené. Donc leur manière différente de s'exprimer et de demander les choses était plus claire à l'extérieur. Elles ont su dire non à des personnes alors qu'avant elles ne savaient pas dire non. Et la volonté qu'elles mettaient dans leurs demandes était aussi différente. Le lâcher prise aussi selon certaines situations. Elles ont pris conscience de leur situation, de leurs émotions, comme la patiente qui s'est autorisée à pleurer et maintenant on s'autorise à avoir d'autres émotions. Et la prise de position par rapport à l'autre qui a changé. J'avais aussi une patiente qui était maman et qui se trouvait dure avec son fils sur le début du suivi. Et un lendemain de séance, elle m'a expliqué qu'elle était partie avec son fils partager un moment avec un poney. Elle l'a fait monter à cheval. Donc ça renvoie aussi à la notion de plaisir qu'elle a voulu partager avec son enfant. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai passé, parce que je n'ai pas tout à fait fini. Au niveau du bilan de l'équithérapie, donc le travail sur son propre désir, le fait d'aller au bout de leur demande a été satisfait. La gestion des émotions, comme on a pu le voir aussi, ça a été validé. La relation dominant-dominé, elles sont passées sur une position qu'elles ne connaissaient pas, donc de passer sur le dominant dans une autorité, ce qu'on appellera bienveillante. L'autorité bienveillante permet un cadre rassurant, cohérent, et le confort est là ensuite. Et le cheval n'est pas rancunier. Donc même si on demande quelque chose, on se rend compte que derrière, on peut être dans une position de dominant tout en ayant un retour de la personne, même positif derrière. En tout cas, il n'y avait pas d'éloignement de l'animal. Dans l'observation des chevaux aussi, on a pu voir les comportements des chevaux entre eux et même par rapport à nous, ce qui a pu engendrer pas mal de petites discussions sur... J'ai une patiente qui a eu des abus sexuels quand elle était plus jeune, et il y avait une jeune jument au milieu de différents chevaux, et elle se questionnait par rapport justement à la place de cette jument dans le troupeau. Donc voilà.
Et au niveau, donc du coup, toujours l'équithérapie, le travail sur la corporalité, tout ce qui est la théâtralisation, la reprise conscience de son corps. Et voilà, ce qui moi j'ai trouvé le plus intéressant là-dedans, c'est que pour tout vous dire, il y a eu 3 séances pour chacune d'entre elles, et au bout de 3 séances, elles étaient capables déjà de me faire un retour sur leur vie quotidienne. Je pense que je suis dans le temps. Du coup, on a quand même un petit peu de temps aussi pour les questions que vous pouvez poser aux intervenants. Il nous reste un poster après. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir si pendant vos séances, vous travailliez seul ou avec d'autres professionnels? Non, j'étais seule. D'accord. J'étais seule et je pense que c'était déjà difficile. J'ai eu très peu de... C'est dans un travail de recherche. J'ai eu très peu de patientes à se proposer. Et le fait déjà que je sois une femme, c'était plus facile pour elles. Voilà. Après, voilà, être déjà dans une triangulation, c'était bien. On aurait été un de plus. Il ne serait pas passé les mêmes choses. Je ne dis pas que ça aurait été moins bien, mais ces patientes-là, en tout cas, sont venues vers moi parce qu'il n'y avait qu'une personne. Moi, j'ai oublié de dire aussi que là, j'ai eu que des patientes, des victimes femmes, donc c'est un bilan qui a été fait par rapport aux femmes et pas par rapport aux hommes. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Les objectifs peuvent, j'imagine, être plus ou moins les mêmes, et ça serait intéressant de pouvoir comparer un travail par rapport aux hommes aussi. Voilà. Moi, c'était pas une question, c'était juste pour témoigner en tant que professionnel de santé. Vous dites quelque chose de très pertinent et je trouve qu'il y a plein de choses qui se regroupent sur le carcéral, sur la dictologie, sur les violences. C'est que le médiateur, quoi qu'il se passe, il aura une capacité de non-jugement pour celui qui bénéficie de ces séances. Et rien que ça, si ça permet un apaisement, même minime, sur un temps de pause dans la douleur pour nos patients, ben, je pense que c'est déjà une thérapeutique qui aura fait son boulot rien que sur ce côté non jugeant. Merci. Merci. Bonjour, Julien Cochet. Je voudrais revenir sur l'intervention précédente concernant les relations parents et enfants, pour savoir comment se préparer. Du coup, c'est la mise en place de ces visites médialisées avec le cheval. Comment elles étaient travaillées en équipe avant, sur quels critères du coup ça a amené à aller sur cette indication-là. Est-ce que c'était une suite après des visites médiatisées qui ne portaient pas leurs fruits? Voilà, comment ça se construisait en amont et comment était travaillée l'adhésion avec les parents et l'enfant sur ce type de démarche? Merci. Oui, alors je vais être assez claire. Donc du coup, c'est vraiment des familles qui sont choisies en collaboration avec le référent de la situation, donc sur certains critères d'âge ou effectivement certains critères par rapport à des visites qui avaient déjà lieu à l'UTPS et qui se passaient très mal. C'est-à-dire que voilà, les parents, j'ai le souvenir d'une petite fille qui était en présence de son papa et c'était compliqué parce qu'il n'y avait rien qui se passait dans la séance. Elle voulait absolument parler à son père. Et donc les référents étaient dans une impasse en se disant mais voilà, on ne sait pas quoi proposer finalement pour... parce que le papa était en demande quand même de rencontrer sa fille et puis il n'y avait rien qui s'y passait et donc du coup ce couple-là était orienté dans un groupe d'accompagnement à la parentalité par la thérapie avec cheval. Et alors ça a été formidable parce que moi je les observais dans le manège. Je suis avec le référent aussi qui observe et qui prend éventuellement des photos avec l'autorisation des familles, hein. On a un questionnaire d'autorisation de prise d'image. Et donc, du coup, on voit plein de choses sur le moment et on voit plein de choses après. Et on a perçu des choses qui s'étaient dites dans la séance, mais spontanément, alors que le dialogue était bloqué depuis très longtemps, parce que ça permettait de travailler autrement. On était au manège, on n'était plus en face à face. En plus, nous, on a des locaux qui sont très vieux, qui sont vraiment pas propices à la rencontre. Et je pense que nous-mêmes, en tant que parents, si on était mis dans ces conditions de rencontre avec nos propres enfants, sans a priori avoir de difficultés,
on serait mis en difficulté. Et donc, je pense que les locaux, ils créaient une difficulté supplémentaire à la rencontre entre ce papa et cette petite fille. Et le fait d'être à l'extérieur, c'était complètement autre chose. Et voilà, spontanément, ça s'est fait. Il y a eu de la discussion, il y a eu des échanges. Et cette petite fille, bon là, elle fait partie d'un autre programme, elle, de rencontres par enfant. Cette autre petite fille, dont les parents sont séparés et vivent pas ensemble, du coup, et qui ont des droits de visite séparés, elle a demandé à intégrer un groupe, mais avec sa maman cette fois-là. Et c'est elle-même, alors que voilà, elle avait à l'époque 7 ans, c'est elle-même qui a fait la demande en disant même moi, je veux continuer l'année prochaine, mais avec maman. Voilà. Donc il y a un autre travail qui s'est mis en place avec la maman par la suite. Mais du coup, c'était vraiment un déclic et une reconnaissance pour ce père de pouvoir entrer en relation avec sa petite fille.